Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les tendances du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir la CEO France de Cushman & Wakefield, Barbara Koreniougin. Nous allons évoquer ensemble les grands mouvements de l'immobilier de bureau en Île-de-France. Quelles sont les grandes tendances du premier trimestre sur la demande locative et sur le marché de l'investissement? C'est l'une des grandes questions que nous allons évoquer dans un instant. Dans Enjeux Patrimoine, nous aurons le plaisir de recevoir Bertrand Desportes, associé chez Mazars, et Florence Demopou, directrice de Finances Participatives France. Mazars et FPF ont sorti un baromètre sur les grandes tendances du crowdfunding. Dans un contexte économique compliqué, le financement participatif est-il toujours un succès? C'est la question que nous allons nous poser avec nos deux invités. Enfin, dans l'œil du CGP, nous ferons un focus sur les 30 ans de la gestion de patrimoine. Nous évoquerons notamment les grandes évolutions de ce métier, ces 30 dernières années, avec Philippe Parguet, directeur général de Norcia. Norcia qui fête d'ailleurs ses 30 ans. Discussion à suivre dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, notre rendez-vous consacré à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur ce plateau Barbara Koreniougin, la CEO France de Cushman & Wakefield. Bonjour Barbara. Bonjour Pauline, merci de me recevoir. Nous allons donc évoquer ensemble les grandes tendances du premier trimestre. Alors pour commencer, Barbara Koreniougin, quels sont les grands aspects conjoncturels du marché de l'immobilier de bureau sur ce premier trimestre 2024 ? Alors, on va peut-être commencer par parler du marché locatif, si vous voulez bien, et en premier lieu du marché locatif en Île-de-France. Alors, on a un premier trimestre qui démarre plutôt de façon satisfaisante, puisque la demande placée en Île-de-France s'établit à 452 000 m². Ça veut dire qu'il y a eu 452 000 m² de prise à bail régularisée en 2024, un chiffre stable par rapport à l'année 2023 et tout à fait stable par rapport à la moyenne des années post-Covid. Donc, on va dire que ce premier démarrage, il s'établit de façon satisfaisante, en particulier parce qu'on a constaté un retour des grandes transactions supérieures à 5 000 m². Et au premier trimestre, elles se sont établies en nombre à 17 transactions, à comparer à 9 l'année dernière. Donc c'est plutôt un signe satisfaisant et positif du fait que les grandes entreprises continuent, dans la période post-Covid, à améliorer, être en recherche d'amélioration et d'optimisation de leur parc immobilier. Et ça se traduit par un volume de transactions de ces grandes entreprises supérieur à l'année dernière, ce qui est plutôt bon signe. Sur le volet de l'investissement, les choses sont un peu différentes puisque le premier trimestre 2024, on aura enregistré 1,9 milliard de transactions immobilières en investissement, en bureau, logistique et retail. La part du bureau a représenté en investissement cette année 38% au premier trimestre. Il y a eu 24% des transactions qui ont été fléchées vers le retail, donc vers les centres commerciaux et les retail parks, parmi lesquels une grande transaction, la transaction du centre commercial au Paris Nord qui a été transactée par les équipes de Cushman & Wakefield. Et enfin, le solde des 1,9 milliard transactés au premier trimestre, ce sont principalement de la logistique et de l'industriel qui comptent pour 39% au total. Donc un volume, par contre, très en retrait. Il faut revenir à 2009 pour connaître un aussi mauvais démarrage de volume de transactions à l'investissement. Cela dit, ce n'est pas très surprenant. L'année 2023 a été une année extrêmement compliquée dans le sens où les taux directeurs n'ont cessé d'augmenter. Depuis quelques mois, enfin, on arrive à une période de stabilisation. Donc nous pensons que nous avons touché réellement le point bas au Q1 2024 et que effectivement, pour le reste de l'année, les volumes devraient s'ajuster à minima pour s'orienter, mais on y reviendra peut-être plus tard. Voilà.
Vous parliez, avant de revenir sur ça, vous parliez donc du Covid. Depuis le Covid, les entreprises se sont adaptées à des nouveaux modes de travail. Donc, je pense au télétravail ou encore au flex-office. Est-ce que donc ces nouveaux modes de travail ont affecté, c'est sûr, l'immobilier de bureau. Mais est-ce que le Covid se fait encore sentir aujourd'hui ? Alors, le Covid en tant que tel, heureusement, non. En tous les cas, pas dans les mêmes... du point de vue sanitaire, évidemment, non. Par contre, les effets du Covid sont pérennes et durablement, je pense, inscrits dans la façon dont les entreprises projettent aujourd'hui leur stratégie immobilière. En Île-de-France, toutes les grandes entreprises ont adopté 1 à 2 jours de télétravail de façon permanente, 1 à 2 jours selon le secteur d'industrie dans lequel on est. Et évidemment, quand on regarde sur les 3 dernières années, la recherche, 58% des transactions des grandes entreprises se sont soldées par les réductions de surface. D'accord. Ah oui, c'est quand même significatif de l'impact qu'a eu le Covid sur l'immobilier de bureau. Oui. En termes d'études, vous allez sortir bientôt une étude sur les grands mouvements concernant l'immobilier de bureau en Île-de-France. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des grands enseignements de cette étude à venir, Barbara ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Cushman & Wakefield, on a la particularité de bien connaître les utilisateurs. En Île-de-France, on a actuellement 35 millions de recherches, 35, pardon, pas millions encore, 35 missions, pardon, de recherche. J'aimerais bien 35 millions, 35 missions de recherche exclusives pour le compte d'entreprises. Alors, on conseille des entreprises, je peux en parler parce que maintenant les choses sont faites, mais on conseille des entreprises comme Oracle, on conseille des entreprises comme on a conseillé Schneider Electric, on conseille des entreprises comme L'Oréal, on conseille, enfin voilà. Donc tous les secteurs d'industrie. Si on regarde effectivement l'étude que l'on a conduite sur le comportement des entreprises et la façon dont les entreprises se positionnent sur le marché de l'Île-de-France, on va retenir quelques enseignements importants. Le premier, c'est que depuis le Covid, la recherche de centralité est un des critères déterminants pour une grande entreprise quand elle réfléchit à sa future implantation immobilière. Recherche de centralité, pourquoi ? Parce que ça correspond finalement à 3 priorités. La première, clairement, c'est retenir et attirer les talents. Bon, toutes les entreprises sont confrontées à ce phénomène. Donc, le critère de centralité, c'est-à-dire être proche des hubs structurants de transport en commun et dans un environnement de travail où on a une qualité d'environnement avec de la restauration, des services, etc. C'est le premier critère. Le deuxième, on a compris quand même que l'inflation est passée par là et que donc les entreprises, à la faveur également de la réduction des surfaces et du fait qu'elles ont adopté du flex-office à 78% pour 78% d'entre elles et même 88% d'entre elles en 2023. C'est le deuxième critère, donc c'est effectivement la recherche d'économie. Et le troisième critère, c'est une meilleure expérience utilisateur, donc pour les collaborateurs. Et donc ça passe effectivement par des sièges mieux situés avec une offre servicielle de meilleure qualité, un bon design. Voilà les 3 critères, effectivement, qui sont ceux des entreprises. Et je mettrai aussi en quatrième critère, c'est l'alignement avec les critères ESG des corporates, qui sont aujourd'hui effectivement clés. Chaque entreprise, quand elle va déménager, va s'assurer que l'immeuble correspond bien à ces critères ESG de performance environnementale, sociale, voilà. Pour finir très rapidement, parce qu'on a déjà presque plus de temps, j'aimerais qu'on parle de la deuxième étude que vous allez sortir qui compare l'immobilier de bureau dans les centres-villes donc de Paris, de Londres et de New York. Quelles sont les grandes différences significatives entre ces trois grandes villes ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Covid, il y a eu le Covid dans les trois villes, clairement. Et si on compare New York, c'est-à-dire Manhattan, on va appeler ça comme ça, le centre-ville, donc la recherche de centralité. Donc, on va comparer Manhattan, on va comparer Central London et on va comparer le Grand Paris, on va dire ça comme ça. Donc, Paris est la première couronne. Pour avoir finalement des points de repère à peu près identiques. Finalement, il y a eu le Covid sur ces 3 géographies, il n'a pas eu les mêmes impacts. La taille du parc sur Manhattan, c'est 39 millions de mètres carrés. Central London, c'est 27 millions de mètres carrés. Et le Grand Paris, hors la deuxième couronne, c'est pareil, c'est 39 millions de mètres carrés. Les taux de vacances depuis le Covid sont absolument pas les mêmes.
le centre de Manhattan, 22% de taux de vacances, Central London, 9 et quelques, et Paris, 8,5. Donc on voit bien que l'impact du Covid, de l'adoption du full remote, par exemple, aux États-Unis, fait que même les centres-villes se sont vidés, alors qu'à contrario, en Europe continentale ou au UK, on a été beaucoup plus... D'abord, le retour au bureau a été beaucoup plus rapide. Et deux, on a une forme d'envie et de désir d'aller au bureau, de rencontrer, de collaborer les gens, qui font qu'effectivement, l'impact du Covid n'est pas le même sur le taux de vacances des bureaux. Quand vous comparez 22% de taux de vacances dans le Manhattan et 8% sur le Grand Paris, mais 2,4% seulement dans Paris intramuros, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, en termes de valeur locative, et de positionnement des entreprises. Sur ces 3 géographies-là, les entreprises recherchent la même chose. Des immeubles de catégorie A, neufs ou restructurés, pour les raisons que nous avons évoquées, de critères d'ESG, d'offres servicielles, etc. Pour autant, les valeurs locatives ne sont pas les mêmes. Paris reste très bon marché, comparativement à Central London ou à Manhattan. Manhattan, loyer moyen, 1 350 € du mètre carré. Le West End, 1 700 € du mètre carré, Paris QCA, 1 055. Tout ça pour dire que dans le futur, on peut imaginer, enfin c'est un peu en tous les cas, notre perception à nous chez Cushman, c'est que dans les années à venir, à la faveur de la rareté de l'offre renouvelée de bonne qualité dans Paris intramuros, la tension dans Paris va continuer à s'exacerber et que les valeurs locatives vont continuer à croître dans Paris parce qu'on est encore loin des valeurs locatives qu'on peut constater dans d'autres villes et d'autres géographies de centre-ville comme celle du West End ou de Central London par exemple. Voilà. Merci beaucoup Barbara Corenu-Guin. Vous êtes la CEO France de Cushman & Wakefield. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on se retrouve dans Enjeu patrimoine. Aujourd'hui, on va parler du baromètre de Mazars et FPF sur les grandes tendances du crowdfunding cette année. C'est la 5e année consécutive que ce baromètre de référence du financement participatif est publié. On va donc se demander ensemble si le crowdfunding est toujours un succès et quelles sont les grandes tendances qui se dégagent cette année dans un contexte économique un petit peu compliqué. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Florence de Maupoux, directrice de Finances Participatives France. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Bertrand Desportes, associé chez Mazars. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors commençons tout de suite peut-être avec les chiffres clés du rapport. Bertrand Desportes, que peut-on dire sur la collecte cette année? Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent? Alors 2023 a été une année pleine de contrastes pour le crowdfunding qui enregistre pour la première fois dans son histoire une baisse de moins 11,3%. Et pour analyser cette baisse, il faut regarder les différentes tendances sectorielles. Et la première d'entre elles, de manière assez marquante, c'est l'immobilier qui a enregistré un repli de moins 28%. Tout le secteur a souffert, on va y revenir, du promoteur immobilier en passant par le marchand de biens jusqu'à l'agent immobilier. Le crowdfunding n'échappe pas à cette réalité et a enregistré un véritable repli. Mais dans le même temps, il y a des dynamiques positives et la première d'entre elles, je dirais que c'est l'ENR, le financement de la transition énergétique. Les développeurs d'énergie renouvelable, que ce soit en photovoltaïque, en éolien, en biogaz ou encore en hydroélectricité, ont un financement qui a été positif cette année, plus 12%. Et une dernière thématique sectorielle, au titre de l'innovation. L'innovation a vraiment bien marché cette année, plus 78%. Ce qui nous amène finalement à une photographie, je dirais, d'ensemble qui est très contrastée, pleine de nuances. Et ce qui nous permet d'échapper peut-être aux commentaires monolithiques de la baisse de l'immobilier. Finalement, le crowdfunding a été très très varié cette année et on va pouvoir revenir dessus. Je dirais encore d'un mot, il y a les projets, le nombre de projets. On a plus de 150 000 projets cette année, 157 000. Et ça, c'est particulièrement frappant. Ce qui veut dire que le crowdfunding s'inscrit bien dans les circuits de financement de l'économie et par ailleurs, et en adéquation avec les aspirations des Français, un financement de proximité, de la transparence, de l'impact. Évidemment, pour 150 000 projets face à 2 milliards, c'est pas que des gros projets, c'est des projets qui sont souvent de petite taille, liés à l'artisanat, au micro-entrepreneuriat, à la solidarité, mais c'est des projets à impact, qui ont de l'impact là où ils ont lieu.
Et ça, c'est important. J'en ai terminé pour ce panorama d'ensemble, mais je pense qu'on va pouvoir rentrer dans les différents Tout à fait, on va rentrer dans le détail dans un instant avec Florence de Maupoux, notamment sur la collecte immobilier. Mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un point très rapide sur les différentes manières d'investir. Donc, il y a le financement participatif en dons, en prêt et en investissement. En 2-3 mots, est-ce qu'on peut revenir, Bertrand Desportes, sur ces 3 modes de financement ? Il y a 3 verticales dans le crowdfunding, vous les avez rappelées. Le don, vous êtes vraiment sur une... Il n'y a pas de logique d'épargne, vous êtes vraiment sur une logique de don avec ou sans contrepartie. Éventuellement, il y a une contrepartie quand vous financez par exemple des projets artistiques. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez avoir un autographe, une place dédicacée, etc. Le prêt, il y a le prêt classique et le prêt sous forme obligataire qui concerne tous les secteurs d'activité et qui est, je dirais, prépondérant dans le crowdfunding puisque cette année, sur les 2,1 milliards évoqués, c'était 1,7 milliard au titre du prêt, là où le don évoqué juste avant, c'était plutôt 160 millions. Et enfin, il y a l'investissement. Là, on est vraiment dans le capital des entreprises, donc on prend un risque capitalistique puisqu'on devient co-actionnaire de l'entreprise financée et ça a représenté 267 millions sur l'année 2023. Ok. Donc je vous propose qu'on rentre dans le vif vraiment du sujet du baromètre. Florence de Maupoux, on a eu le portrait avec Bertrand Desportes, voilà, sur une collecte de l'immobilier un petit peu en recul. L'immobilier, c'est la locomotive du financement participatif. Comment on explique ce recul, Florence ? Oui, alors en effet, comme vous le dites, depuis quelques années, l'immobilier est vraiment prépondérant dans le secteur du financement participatif. Et comme l'a mentionné Bertrand, il y a eu un recul en 2023 de la collecte, puisqu'on a eu une collecte de 1,1 milliard d'euros pour le secteur de l'immobilier versus 1,6 milliard en 2022. Donc une baisse de la collecte de 28%. Sur l'année 2023, qui s'explique de manière assez naturelle, par effet de ricochet, parce que le secteur de l'immobilier a connu une année difficile, avec une forte hausse et une hausse très soudaine des taux d'intérêt, qui a entraîné pour les ménages français des difficultés à acquérir un bien immobilier. Donc il y a eu beaucoup moins de ventes de biens immobiliers de la part des promoteurs ou marchands de biens, et ce qui explique du coup des projets qui sont plus compliqués à vendre ou alors sur lesquels la marge est beaucoup plus faible. Donc les promoteurs, les acteurs du secteur de l'immobilier vont attendre pour vendre le bien immobilier pour pas trop rogner sur la marge initiale qui était prévue. Ce qui fait que c'est ce contexte difficile du secteur de l'immobilier a affecté le crowdfunding, les plateformes qui intermédient des projets immobiliers. Et on a vu aussi les tendances ces derniers mois, ces dernières années. C'est aussi un repli des plateformes plutôt vers des marchands de biens que de la promotion immobilière. Donc ça, on est sur 60% de marchands de biens versus 30% de promotion immobilière, et puis après on a un peu d'aménageurs fonciers ou d'immobilier fractionné aussi. Mais voilà, c'est un peu ce qui se dessine sur le secteur de l'immobilier. C'est une baisse de la collecte pour la première année. Et à contrario, on a eu une hausse de la collecte sur ce que vous disiez, Bertrand Desportes, sur les énergies renouvelables. Comment on explique cette hausse sur les ENR, Bertrand ? Alors c'est vraiment une thématique dans l'air du temps. Puis par ailleurs, il faut voir que les développeurs d'énergie renouvelable, encore une fois sur le biogaz, le photovoltaïque, l'éolien, y voient un intérêt, alors de financement, mais aussi pour embarquer la population locale à ces projets-là. Donc il y a aussi un levier d'acceptabilité qui est trouvé par le crowdfunding, puisqu'on associe la population locale, non seulement à l'intérêt économique du projet, mais aussi au fait de participer à quelque chose qui a du sens pour eux. Donc ça a beaucoup marché. Puis il y a des plateformes françaises qui sont particulièrement dynamiques sur le sujet. On peut parler d'Enerfip, l'Endosphère, l'Endopolis, l'Humo. C'est vraiment de belles success stories qui embarquent le secteur à la hausse pour atteindre plus 12%. Donc c'est particulièrement remarquable. Dans le contexte, dans le contexte, il y a peut-être aussi une action des investisseurs d'aller diversifier leur investissement et justement de mettre peut-être un peu moins dans l'immobilier parce que l'immobilier connaît des prorogations, des remboursements, et d'aller aussi sur d'autres actifs. Et les énergies renouvelables ont en effet quelque chose d'assez sécurisant parce que parfois il y a derrière des gros développeurs d'énergie renouvelable qui proposent des financements de projets photovoltaïques, éoliens ou que sais-je. Mais du coup, il y a aussi cette démarche, je pense, des investisseurs
investisseurs d'aller chercher d'autres actifs financiers. Ouais. Oui, il y a une vraie qualité de signature sur ces acteurs-là qui sont solides financièrement, qui ont de la vision, de la prévisibilité sur leur business plan, et c'est des projets qui sont globalement très rentables. Donc en fait, il y a un intérêt économique immédiat pour les C'est ce qui investisseurs. séduit l'épargnant, en fait. C'est ce qui séduit l'épargnant, oui. Oui. Il y a aussi une autre tendance qu'on peut évoquer, c'est le crowd equity. Plusieurs questions me viennent. Déjà, Bertrand ou Florence, n'importe. Qu'est-ce que c'est le crowd equity, Florence ? Alors, c'est devenir actionnaire d'une entreprise. Crowd, toujours la foule. Equity, c'est le capital. Donc, faire du crowd equity, c'est que moi, en tant que particulier, je deviens actionnaire d'une entreprise, d'une start-up, et je peux devenir actionnaire à partir de 50, 100 euros généralement, c'est le seuil limite proposé sur les plateformes. Et donc, je prends une part du capital de l'entreprise. Mais ça séduit donc de plus en plus. Pourquoi c'est si populaire, Bertrand Desportes, le crowd equity ? Il y a cette idée d'être co-investisseur, d'être au capital d'une entreprise. Il y a des écosystèmes d'innovation extrêmement dynamiques en France. Ça participe beaucoup. Puis il y a la popularisation progressive de ce mode d'investissement. Il y a des émissions grand public qui ont beaucoup joué. Et pour 2024, on peut déjà l'annoncer, il y a le dispositif du député Paul Midi sur les jeunes entreprises de croissance et les jeunes entreprises de rupture, qui va vraiment favoriser aussi cet engouement vers le capital, vers l'investissement au capital, avec un dispositif fiscal tout à fait avantageux, puisqu'on peut aller défiscaliser de 30 à 50% sur l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est tout à fait positif pour le secteur du crowd equity. Ouais. Et là, ça séduit aussi, cette remise d'impôt, ça séduit l'épargnant aussi ? Ça devrait concourir à le séduire. Et puis le crowdfunding, via l'equity, est quasiment le seul levier qu'a un épargnant particulier d'aller sur du capital, parce que les fonds de commun de placement à risque ont des tickets d'entrée qui sont très élevés. Là, sur des plateformes, vous pouvez descendre sur ce qu'évoquait Florence, des tickets à partir de 100 euros. Ils popularisent quand même beaucoup, ce qui rend accessible l'accès au capital. Parce que si vous avez une logique de business angel, vous devrez aller mettre des tickets beaucoup plus élevés. Là, le crowd equity, pour 100 euros, parce que le crowd equity monte en fait des holdings de participation qui vont investir dans le capital, fait que vous pouvez avoir sur la ligne de départ beaucoup plus d'épargnants investisseurs, et il y a du coup un accès qui est facilité. C'est vrai que c'est important de le mentionner, qu'il y a, pour une entreprise, c'est pas forcément accueillir une centaine de nouveaux tout petits actionnaires à leur board, parce qu'il y a souvent, dans 90% des cas, il y a une holding qui rassemble cette foule d'investisseurs particuliers, et ce qui permet d'avoir une gestion aussi pour l'entreprise qui fait une levée de fonds en crowdfunding, en crowd equity, ça permet d'avoir une gestion un peu plus facile. Et c'est aussi un très bel outil de communication pour une entreprise qui va faire une campagne en crowd equity, parce qu'elle peut, en fait, ça lui permet aussi de communiquer largement sur ce qu'elle fait, sur ses produits, et ça lui permet aussi de proposer à ses salariés de devenir actionnaires de l'entreprise. Donc c'est une démarche en termes de communication et de valorisation de l'entreprise qui a aussi, je pense, le vent en poupe en ce moment. Dernière question très rapide sur l'agrément PSFP. Les plateformes, donc depuis novembre dernier, sont obligées de détenir l'agrément PSFP, donc prestataire de services de financement participatif. Très rapidement, Bertrand Desportes, qu'est-ce que ça a changé pour les plateformes ? Ça a changé, ça a professionnalisé le secteur. Maintenant, elles ont des obligations de fonds propres réglementaires, de contrôle interne, de dispositifs de gestion des risques. Et puis pour l'épargnant, c'est plus sécurisant, parce que l'épargnant, il va y avoir une séparation entre les investisseurs avertis, non avertis, avec des modalités d'accès qui sont plus sécurisées et plus jalonnées. Donc c'est positif. C'est aussi passeportable. Et c'est aussi le passeport. Tu as raison, Florence, de le mentionner. C'est un accès à l'Europe facilité pour les plateformes, qui permettent à chacune des plateformes qui ont ce PSFP d'aller vers l'Europe sans être obligé de s'implanter sur place. A contrario, ça va aussi amener de nouveaux acteurs en France qui ont eu dans leur pays d'origine le PSFP. Voilà. Merci beaucoup Bertrand Desportes, associé chez Mazars, et Florence Demaupout, directrice de Finance Participative France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.
Et c'est parti pour l'œil du CGP. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Philippe Parguet. Bonjour. Et ravi aussi. Bonjour Pauline. Vous êtes le directeur général de Norcia. Alors Philippe Parguet, aujourd'hui, vous venez nous parler de 30 ans de conseil en gestion de patrimoine à l'occasion notamment de l'anniversaire de Norcia. C'est nos 30 ans. Alors pour commencer... J'ai le pins d'ailleurs. 30 ans, c'était bien. Il y a 30 ans, c'était très, très à la mode. Comment la profession a-t-elle évolué ces 30 dernières années, Philippe ? On a vu une profession naître, ou plus exactement, on est né avec elle. C'était une profession à l'époque où soit on allait dans sa banque, où il y avait quelques conseils à côté, mais qui était une activité qui vraiment était toute naissante. Et c'est des gens qui sont arrivés avec un produit différenciant de celui des banques, que d'ailleurs nous leur offrions à l'époque, c'était l'architecture ouverte. Et vraiment cette recherche d'avoir des produits. Après, c'est une profession qui a grandi, qui a commencé à avoir des clients, qui a eu besoin de nombreux services, et sur lesquels on a travaillé avec eux, sur l'ingénierie financière, l'ingénierie patrimoniale. Et après, c'est une profession qui a complètement changé sur les 10 dernières années, on va dire. D'accord. Réglementation accrue, énorme, que ce soit sur la partie compte-titres avec MiFID ou sur la partie assurance. Une profession qui s'est vraiment professionnalisée, répétition, peu importe, mais professionnalisée et qui a dû s'adapter à toute cette contrainte réglementaire qui faisait plus ou moins bien, mais qui, pour le coup, devait faire exactement comme le régulateur le demandait. Donc ça a créé une grande vague aujourd'hui à laquelle on assiste de concentration des acteurs avec, je cite Cyrus, La Place, Financière d'Orient, Patrimofi et bien d'autres, qui sont, et Valoria, il habite à côté. Et donc, du coup cette concentration fait qu'il y a des magnifiques porte-étendards de la profession du conseil en gestion de patrimoine indépendant qui aujourd'hui sont accessibles au plus grand nombre. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, donc au-delà de la réglementation dont on a déjà parlé, les faits marquants de ces 30 dernières années en gestion de patrimoine ? Je crois qu'il y a toutes les phases réglementaires MiFID, je crois que ça a été le premier, le plus important, sur la partie conseil, nécessité de formaliser un conseil précis, d'avoir un suivi de son client, c'est vraiment les points qui sont importants. Et ça, c'est vraiment sur la partie conseil. Et après, sur la partie allocation d'actifs en tant que telle, on s'est rendu compte en 2008 avec la crise des subprimes qu'il y avait un vrai besoin d'avoir une vraie analyse de ce qu'on mettait dans les contrats d'assurance vie et de ce qu'on proposait en offre financière. Je pense que c'est les deux vraiment faits marquants. Donc vous constatez j'en oublie un. DDA, avec la fin du 3e usage du courtage et le transfert des contrats d'assurance vie. Ça, c'est un point important aussi. Et vous constatez donc que les placements ont changé en 30 ans. Les Français, ils investissent plus sur les mêmes choses. Qu'est-ce qui a évolué en termes de placements financiers ? Alors, je vais aller vraiment au-delà. C'est que je pense que l'épargnant du mergère commence à comprendre, même si les parts de marché du conseil en gestion de patrimoine indépendant évoluent pas assez vite à mon goût, forcément. Mais on compris qu'il y avait une autre voie que la voie du conseil traditionnel de sa banque et qu'il y avait d'autres gens à côté qui faisaient un travail qui est bien plus complet, ou bien plus spécifique, ou plus en architecture ouverte, et qui correspond beaucoup mieux à ce qu'ils veulent. Je vais vous donner une statistique, et j'en aurai qu'une. Il y a une étude qui est faite par Kantar, de mémoire, qui montrait que 90% des clients d'un conseil en gestion de patrimoine sont satisfaits du conseil qu'il leur est donné, versus 17% seulement chez des acteurs traditionnels, qui est sa banque ou son courtier ou autre. Alors, si les gens sont satisfaits de leur conseiller en gestion de patrimoine, il faut en former des nouveaux. Eh bien, c'est ça. Comment on forme des nouveaux CGP, Philippe ? Ouais, je reviens à 30 ans. Il y a 30 ans, peut-être que le conseil en gestion de patrimoine faisait peut-être 5% de part de marché ou 4% de part de marché. Je ne sais pas. Aujourd'hui, finalement, on est à peut-être autour de 10. Alors, ce qui est mieux, mais au regard de la qualité qui est servie, on devrait être bien au là. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se lancer ou qui ont un peu peur, ou ils imaginent, ils se font une histoire incroyable sur le fait de se mettre à son compte, que ce soit la complication que ça traite, que ça génère. Et en fait, on a lancé depuis un an l'incubateur by Norcia. L'incubateur, c'est vraiment d'accompagner tous les gens dans leur création d'entreprise. Donc, on en a une quarantaine à peu près sur l'année précédente, 40-50. Et on va continuer à faire ça parce que on est conscient que le conseil qui est donné par ces gens-là est de bonne qualité. On est conscient aussi qu'il y a plein de gens qui veulent s'installer. On est aussi conscient qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas les clés, qui n'ont pas toutes les clés pour s'installer. Nous, on a 30 ans d'expérience, donc à nous de leur donner. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Parguet, vous êtes le directeur général de Norcia. Merci d'avoir répondu à ces questions et d'avoir dressé un petit peu ce bilan de 30 ans de gestion de patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.